Aujourd'hui, j'en suis persuadé, le public est prêt. Le public est prêt. Le public n'a pas peur. Ceux qui ont peur encore aujourd'hui, c'est malheureusement les directeurs de chaîne, les directeurs d'information. Ils ont encore un petit peu peur. Les directeurs de journaux, les rédacteurs en chef des journaux, ils ont encore un petit peu peur de parler de trop du handicap. Mais parler du handicap d'une autre façon, c'est possible. Philippe Croison, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît pour votre histoire, un accident qui vous a amputé de plusieurs de vos membres, l'handicap, la reconstruction, vos exploits sportifs qui font de vous aujourd'hui, on peut le dire, un athlète. Pour rappel, vous avez traversé la Manche à la nage et vous avez fini le Dakar. Pourtant, médiatiquement, vous rappelez que vous, personne handicapée, êtes un homme invisible. Oui, on peut dire ça. On va dire que le handicap, en général, est pratiquement invisible. Enfin, le taux, on le connaît, hein, il a fait la fureur dans les médias, 0,06% de visibilité des personnes handicapées dans le monde audiovisuel, c'est juste une catastrophe. C'est juste une catastrophe, c'est pas admissible, quoi. Puis pas aujourd'hui. Surtout quand on sait que 12% de la population française est handicapée. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet écart? L'écart, il est explicable. Moi, par exemple, quand j'ai voulu faire le film, quand on a relié les 5 continents à la nage avec Arnaud Chasserie, on a voulu faire un documentaire. J'étais voir toutes les chaînes de télévision. Et toutes les chaînes de télévision ont eu à peu près le même discours, sans vouloir le dire, bien sûr. Hein. Un mec comme toi, en prime time, à 20h50, qui n'a pas de bras et pas de jambes, non mais laisse tomber, c'est anxiogène. Personne ne va regarder ton documentaire, t'es malade ou quoi? Alors je ne me suis pas découragé, je suis parti avec mon caméraman, Robert Izeni, on a tourné le film, on l'a présenté, France 3 l'a pris, Thalassa, le premier 110 minutes de l'histoire de Thalassa, et on a fait 3 millions de téléspectateurs. Ça veut bien dire que le handicap ne fait plus peur. Aujourd'hui, j'en suis persuadé, le public est prêt. Le public est prêt. Le public n'a pas peur. Ceux qui ont peur encore aujourd'hui, c'est malheureusement les directeurs de chaîne, les directeurs d'information. Ils ont encore un petit peu peur. Les directeurs de journaux, les rédacteurs en chef des journaux, ils ont encore un petit peu peur de parler de trop du handicap. Mais parler du handicap d'une autre façon, c'est possible. Arrêtez de parler du handicap comme Cosette et Thénardier. Parlez plutôt du handicap positif, de ces jeunes qui vont atteindre Bac+3, Bac+5, et qui veulent atteindre le monde de l'emploi, qui veulent vivre du fruit de leur travail. C'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Il faut montrer le côté positif. Alors, j'entends votre argument. D'ailleurs, on peut donner un autre exemple comme la jeune fille trisomique Mélanie qui avait présenté la météo. La preuve en est, ça a fait des cartons d'audience. Exactement. Donc ça, c'est le discours de certains. Et d'autres vont vous dire que c'est un effet éphémère, c'est juste un instant T. Il y a eu ce moment qui a ému tout le monde, mais derrière, on l'oublie. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que derrière on l'oublie. Franchement, je ne suis pas sûr. C'est ancré dans le conscient collectif. Mais bien sûr que oui. Ben, même si derrière, la chaîne de télévision a fait un coup de com', même si c'est un coup de com', on s'en fout. On a vu cette gamine. Et c'est ça le plus important. C'est même si c'est comme par exemple la publicité en ce moment. Il y a beaucoup de handicap dans la publicité. Parce qu'on s'est rendu compte, les publicitaires se sont rendus compte qu'il y avait une valeur. Il y a une valeur derrière le handicap. La valeur du dépassement de soi. La valeur de l'abnégation. La valeur de la force de continuer à vivre. Et ça, c'est une valeur très très forte. Et aujourd'hui, je crois que dans notre société où tout le monde est un peu dans la complainte, où tout le monde se dit... j'ai l'impression que tout le monde vit en étant victime de quelque chose. En étant victime de son propre parcours de vie. Et en se disant, peut-être qu'aujourd'hui, le handicap, la vitrine du handicap, c'est peut-être l'inverse de ça, justement. C'est pas, vous savez, le monde du handicap, c'est un monde de silence. On entend très peu les personnes handicapées se plaindre. Gémir, ainsi de suite. Non, on voit une force de caractère. Et je pense qu'il y a eu ce changement dans notre société depuis Londres, depuis les Jeux paralympiques de Londres. Ça a été qui ont beaucoup mobilisé et qui ont été très exposés médiatiquement. En Europe et dans le monde, mais pas en France. C'est ça. Rappelons-nous de l'histoire surtout. Hein. Alors pourquoi? Rappelons-nous de l'histoire, parce qu'à l'époque... Pourquoi en France, par exemple, les Jeux paralympiques, prenons cet exemple, sont moins exposés que dans d'autres pays européens où c'est beaucoup plus exposé? Puis aujourd'hui, on est d'accord, attention, là il y a eu Londres, l'erreur phénoménale de tous les médias qui ont dit ouais ok les Jeux paralympiques on s'en fout, les gens s'en foutent donc on ne va pas s'embêter à diffuser les Jeux paralympiques. Et ils se sont rendus compte que les gens au contraire étaient prêts, ils voulaient participer avec ces athlètes, ils voulaient voir du sport de haut niveau. Parce qu'avant d'être des personnes handicapées, ce sont des sportifs de haut niveau. Et c'est le public qui a demandé. Et maintenant, aujourd'hui, on a 100 heures de direct sur France Télévisions. On a les chaînes d'infos, les radios, tout le monde s'y met sur les Jeux paralympiques. Parce qu'encore une fois,
C'est de la noblesse, c'est du dépassement de soi, et c'est ce que les gens ont envie de voir, et c'est ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et là, par exemple, on peut faire une comparaison sur les audiences, par exemple sur un moment où vous allez faire le Dakar, où vous allez être très suivi par beaucoup de médias, Oui. parce que là, il y a un effet de nouveauté, il y a un effet d'exploit sportif autour de votre personne en plus, là où vous êtes en plus un personnage. Ouais. De l'autre côté, regardons les audiences des Jeux paralympiques, qui sont quand même beaucoup plus faibles, c'est ce qui est normal, des Jeux valides. Erreur. C'est-à-dire que... Erreur, je reprends, je suis désolé, bien sûr. mais erreur parce que si on fait en termes de pourcentage, d'accord? Ah oui, en termes de nombre, vous voulez dire. Ah mais oui, Oui, en termes de nombre. mais les sur Jeux la paralympiques, longueur. mais ouais, les Jeux paralympiques sont plus vus que les Jeux olympiques, même en France. En termes de pourcentage d'audience, d'audimat, c'est-à-dire qu'il y a 100 heures de direct seulement pour les Jeux paralympiques, comparé aux 700 heures des Jeux olympiques, d'accord? Mais en termes de, si on réduit tout ça en termes de pourcentage, il y a plus de pourcentage de vues sur les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques. Alors du coup, je vois une vision très positive de votre part par rapport à Mais ça, toujours. qui est justifiée par rapport aux chiffres que vous exposez. Est-ce que vous estimez du coup, en conclusion un petit peu à tout ce qu'on vient de dire là à l'instant, que la représentativité des personnes handicapées s'est améliorée au cours de ces dernières années dans les médias? Je dirais qu'elle s'est légèrement améliorée, mais vraiment très légèrement améliorée. On va dire qu'il y a eu des bouleversements extraordinaires. France Télévisions, avec le programme Cours Vestiaire, c'est la 8e saison. Maintenant, le public est demandeur de vestiaire. 8e saison, 20h50. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le changement de regard de notre société, il est là. Il est dans le programme Cours Vestiaire. Il est dans les Jeux paralympiques. Plus on est vu à la télévision, plus on est entendu à la radio ou dans la presse écrite, ben, les gens n'ont plus peur. Ce qui freine les médias et ainsi de suite, c'est la peur de la différence, toujours pareil. Comment j'interprète la personne, comment je lui parle. Alors que si on nous voit de plus en plus dans les médias, c'est-à-dire qu'on existe quoi. Avant d'être une personne handicapée, je m'appelle Philippe. Elle s'appelle Martine, Christophe, Jean-Jacques, et accessoirement c'est une personne handicapée. Mais elle a des compétences. Moi, par exemple, ma chronique sur France 5 au magazine de la santé, il y a 6 ans, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux faire une chronique sur le handicap au magazine de la santé? Je dis, ok, d'accord, mais je ne suis pas spécialiste. C'est pas grave, on va t'aider. Mais tu vas nous faire une chronique. Là, j'ai arrêté ma chronique parce que je me consacre à mon prochain défi, qui est le One Man Show. Je suis en écriture avec Jérémy Ferrari pour l'instant. Mais j'ai arrêté ma chronique parce que voilà, je pense que j'avais fait le tour dans mon esprit. Et j'avais fait le tour. Mais c'est extraordinaire. Il y a 6 ans, un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes, une chronique à la télévision. Et moi, je ne me cache pas. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont handicapées à la télévision et qui malheureusement cachent leur handicap. Et ça, je trouve ça dommage. Pour terminer sur ces questions autour du handicap et les médias de façon générale, il y a aussi des médias spécialisés qui sont consacrés au handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont assez nombreux et qu'ils sont assez présents? Écoutez, qu'ils soient assez nombreux ou pas, c'est une autre chose, mais ils sont vraiment très présents. Vous avez handicap.fr, qui est un des sites internet les plus suivis en termes de handicap. Vous avez la radio Vivre FM. Mais le souci de ces médias, c'est qu'il faut qu'ils arrivent aussi, eux, à se diversifier. Également sur le monde, c'est nul, hein, mais sur le monde des valides. Il y a le monde des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap, et il y a le monde des personnes en situation de valide. Donc il faut arriver à réunir ces mondes-là. Parce que franchement, enfin, c'est pas pour critiquer, hein, mais qui écoute Vivre FM? Est-ce que quelqu'un de valide va s'amuser à écouter Vivre FM? Pas forcément. Est-ce que quelqu'un d'handicapé va dire, je vais écouter... Déjà, il est dans son univers du handicap. Est-ce qu'il va... C'est ça. Moi, je pense qu'il faut arriver à marier un petit peu tous ces univers. C'est génial. Ils ont de l'audience, ça fonctionne. Bravo, bravo pour eux. Vraiment, c'est vraiment topissime. Mais je pense que si on fait ça, on se renferme, quoi. Donc vous êtes plutôt partisan que le faut handicap aller fasse partie de tous les médias en général et qu'il n'ait pas besoin justement de créer. Mais complètement, ce mais genre de médias vous avez des chroniqueurs qui sont complètement compétents, qui sont juste des personnes avec un handicap. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le public est prêt à accepter ces personnes à la télévision. Et au contraire, le public est en demande, est vraiment en demande. Et ça, aujourd'hui, il faut que les chaînes de télévision, même les radios, le comprennent. Philippe, en janvier 2017, dans On n'est pas couché, vous déploriez l'absence cruelle de paroles politiques sur la question du handicap. Est-ce que selon vous, les journalistes ont aussi une part de responsabilité lorsqu'ils mènent les débats et les interviews? C'est une question, hein. Une question, 12% de la population. Malheureusement, 12% d'une population silencieuse, trop silencieuse. Après, je comprends, quand on a créé le collectif
avec Dominique Farrugia, Grand Corps Malade, Gilbert Montagnier, Marie-Amélie Le Fur, enfin, toutes ces personnalités qui sont concernées par le handicap pour pousser un coup de gueule, dire « Eh oh, on est là, on est 12 millions de citoyens. 12 millions de citoyens qui ont un butin de vote dans les mains. Ne nous oubliez pas. » Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné puisque le président de la République actuel, Emmanuel Macron, le jour du débat, sa carte blanche, c'est sur le handicap. Donc on a envie d'y croire. Ça fait 1 an qu'ils sont en poste, il reste 4 ans. Comme j'aime à le dire souvent, il faut continuer à les laisser bosser pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop mal. Il y a des trucs, bien sûr, on est triste. Sur la loi Elan, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un recul, par exemple. Ça, c'est un recul phénoménal. Ça, c'est le lobbying des... Mais par exemple, là, est-ce que vous avez trouvé que la couverture médiatique autour de cette polémique sur la loi Elan a été suffisante? Oui, ah bah, elle était forte. Elle était forte parce qu'on avait justement une polémique, vous l'avez dit. Ouais, on avait une polémique, mais le jour des élections, est-ce que c'est bankable de parler du handicap? Bah non, c'est pas encore bankable. Mais on y arrive petit à petit. Vous savez, moi j'en prends pour exemple tous les films qui sortent au cinéma, qui parlent du sujet du handicap. C'est un carton plein. C'est un carton plein. Il n'y a pas un film qui a été un échec qui traite du sujet du handicap. Toutes les fictions à la télévision qui traitent du sujet du handicap, c'est un carton plein. C'est des audiences extraordinaires. Donc ça veut bien dire que ça fonctionne et que le public est prêt. Donc c'est toujours la même question. Les médias se disent, est-ce que si je pose cette question-là, est-ce que le public va se dire, oui, alors ils exagèrent, ils partent sur un sujet qui ne nous concerne pas tous. Non, ça concerne 12 millions de citoyens. C'est juste extraordinaire, quoi. On vous a vu parler d'handisport dans une petite série de vidéos sur YouTube avec le hashtag #ViMonSport. C'est ViMonSport, ouais. La web-série s'appelle ViMonSport. Et du coup, YouTube, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne alternative lorsque vous trouvez que vous n'avez peut-être pas assez la parole dans les médias? Est-ce que YouTube, c'est une bonne alternative? C'est une super bonne alternative parce que franchement, la web-série ViMonSport, là, on a diffusé la 3e saison. La 2e saison, on a fait 7 millions de vues. Donc ça veut bien dire que les gens consomment l'information différemment. Et c'est peut-être... Peut-être qu'on peut réexpliquer quel est le concept. Le concept de ViMonSport. Alors on l'a mis en place avec mon partenaire de toujours, Harmonie Mutuelle. Et le concept de ViMonSport, c'est de prendre un athlète de haut niveau valide, d'aller à la rencontre de l'athlète de haut niveau handicapé. Et l'athlète valide vit le sport, le même sport, hein, que ce soit le tennis, le football, ainsi de suite. C'est avec Fabrice Santoro, par exemple, Exactement. qui va se bander les yeux et va vivre... Le blind tennis, c'est-à-dire vivre le tennis non-voyant. Et là, au départ, alors nous, on laisse tourner les caméras pendant toute la matinée. Au départ, l'athlète de haut niveau, il est comme le public lambda. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va avoir des phrases préconçues. Il a plein de peur, il a plein d'a priori, il dit comment je vais faire, c'est un monde d'handicap, mon Dieu, comment je leur parle, comment je pratique avec eux. Et là, on le rassure tout de suite, on lui dit tout va bien, tu vas jouer, tu vas pratiquer ton sport, mais différemment. Et au début, il a les messages bien sûr convenus, oh, c'est formidable, ces gens-là, machin et tout. Franchement, honnêtement, je m'en fous de ces discours-là. Donc on le laisse jouer, il joue, et en fin de journée, il est à fond dedans. Il revit son sport d'une autre façon, et il a les mots qu'on a envie d'entendre. Il vit son sport différemment. Donc c'est ça, ouais. La web-série ViMonSport, c'est encore une fois changer le regard du handicap sur le grand public pour faire évoluer les mentalités le plus vite possible. On vous entend souvent réfuter que le thème du handicap n'est pas vendeur pour les médias. Est-ce que, on en a un petit peu parlé après, mais est-ce qu'on peut en parler plus sérieusement de ça? Sur le fait qu'on a toujours l'impression que le handicap, c'est pas vendeur et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Au-delà de la question des Jeux Olympiques dont on a parlé, mais en règle générale. C'est simple. Le problème, c'est que nous, en France, c'est un problème sociétal, le handicap. C'est-à-dire qu'il faut remonter très loin. On peut remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que nos gueules cassées, nos amputés, ainsi de suite, tous ceux qui revenaient de la guerre, il a fallu les cacher. C'est-à-dire que c'était pas chouette de montrer au public ceux qui revenaient de la guerre. Les morts, c'est chouette, ça va, c'est bien, c'est comptabilisé, c'est cool. Mais un blessé, c'est pas beau. Donc, on les a cachés. Deuxième Guerre mondiale, on a fait la même chose, on les a cachés. Et donc, culturellement, nous, en France, depuis toutes ces générations, depuis des décennies, on cache nos personnes handicapées. Et c'est seulement depuis la loi, pratiquement dans début des années 2000, et après il y a la loi de 2005, que le handicap commence à sortir du bois. Il sort des centres de rééducation, il sort des sentiers battus. Il veut faire partie de la société civile. Il veut être vivant. Il veut vivre du fruit de son travail. Il ne veut plus être dépendant de la société. Il veut être présent. Et quand je parle du handicap, je parle de toutes les générations. Donc effectivement, aujourd'hui, dans le conscient collectif, puisqu'on nous a toujours cachés et qu'on nous a toujours présentés comme les pauvres malheureux, hein, les mendiants, tout ce qu'on veut, dans le conscient collectif, c'est handicap égale Cosette et Thénardier. Handicap, c'est ok, on va encore... Un exemple.
Moi qui fais énormément de conférences. Au début, mes premières conférences, j'arrivais sur scène, j'étais pas connu, c'était juste après mon premier livre, j'ai décidé de vivre. Je faisais ma conférence et j'arrivais sur scène, les gens ne me connaissaient pas, je dis « Bonjour, je viens pour vous parler de ma vie de personne handicapée. » Et je voyais les salariés en face, oh la vache, 1h30 quoi. On va manger cher là. On va manger cher. Et après, je faisais une vanne, je faisais tourner ma main et je dis voilà, l'été, c'est moi qui m'occupe de la cuisson du barbecue et du poulet. Et bim, là, ils éclataient de rire, je dis stop. Je les laissais rire, je disais stop. En une fraction de seconde, vous venez d'oublier mon handicap. En une fraction de seconde, on vient de rire ensemble. En une fraction de seconde, vous venez de découvrir Philippe. Je m'appelle d'abord Philippe. Et accessoirement, je suis une personne handicapée. C'est ce aussi pourquoi vous vous battez, c'est que les handicapés soient considérés comme des personnes avant tout. Mais je suis une personne avant tout. Tout le monde est une personne avant tout. Sauf qu'après, on a tous nos petites différences. Ouais, bon, il manque 4 trucs, voilà, c'est tout. Après, vous avez quelqu'un qui est paraplégique, quelqu'un qui est hémiplégique ou quelqu'un qui a un handicap invisible, qui est la pire des saloperies qui puisse exister. Parce qu'on parle tous des handicaps physiques, mais le handicap le plus dur à vivre dans notre société, c'est le handicap invisible. Et 80% des handicaps en France sont des handicaps invisibles. Le fauteuil roulant avec lequel je suis venu tout à l'heure, c'est 2% des handicaps seulement, le fauteuil roulant. Alors que dans le conscient collectif, handicapé égale fauteuil roulant. C'est ça. Donc, égale accessibilité, égale ainsi de suite. Donc, il faut arriver à changer ce conscient, cette conscience collective, et le changer grâce à ces programmes courts qu'on voit sur France Télévisions, Vestiaire, grâce aux Jeux Paralympiques, grâce aux films au cinéma, grâce à des gens qui font des exploits sportifs, grâce à des chefs d'entreprise qui sont des personnes handicapées qui réussissent leur vie. Voilà, c'est ce qu'il faut montrer au grand public. Il faut montrer ce côté positif du handicap. Vous êtes plutôt bon client, à force de faire des interviews, j'imagine, d'être dans les médias. Vous êtes à l'aise voilà, sur les plateaux. Est-ce que vous avez parfois peur d'incarner le bon client facile des médias sur les thèmes que vous venez d'évoquer? Et est-ce que vous déplorez aussi d'être l'une des rares personnalités à prendre la parole pour la cause des handicapés? Alors, je le déplore aussi parce que c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Même pour être honnête, j'ai même un peu lâché prise après les élections présidentielles. Parce qu'effectivement, défendre la cause de mes camarades, de ceux qui sont mes compagnons de souffrance, on va dire, mes compagnons d'infortune, ça me tenait vraiment à cœur. Enfin, c'est peut-être mon côté. Moi, j'étais ouvrier métallo. Hein. J'ai toujours été dans les syndicats, les machins. Quand il y avait une grève, j'étais en tête. Hein. J'allais souder les grilles de l'usine, je prenais le feu de nuit, je mettais le feu à des palettes. Enfin, j'étais un bout en train, quoi. Je menais l'action. Et quand je me suis retrouvé une personne handicapée, j'ai végété pendant 10 ans dans mon canapé. Et j'ai eu l'idée de traverser la Manche, je traverse la Manche. Et les médias sont venus vers moi. Et là, j'ai dit, putain, là, une opportunité de parler du handicap. Et peut-être de parler d'une autre façon. Mais je ne l'avais pas prévu dans mon chemin, je ne l'avais pas prévu ça. Et après, ça fait quand même quelques années. Et j'ai continué. Mais quand on prend trop de visibilité, après, on prend trop de place et ça dérange beaucoup de personnes. Et après, on reçoit beaucoup de souffrance aussi d'un autre côté. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai mis un petit frein. Il y a d'autres personnes en situation de handicap qui, j'espère, prendront le relais et qu'ils le prennent très bien d'ailleurs. Hein. Par exemple, Michael Jérémiaz, vous avez pas mal d'athlètes de haut niveau qui se mettent aujourd'hui en avant pour défendre la cause du handicap. Et tant mieux, parce que ça va à un moment, quoi. C'est compliqué, c'est difficile. N'existe-t-il pas le risque aussi de voir se dégager des stéréotypes de personnes handicapées dans les médias? Vous savez, vous en avez un petit peu parlé là à l'instant, mais être la personne handicapée posée en victime, qui est l'objet de commisération ou d'apitoiement, ou au contraire, le héros qui surmonte avec le sourire et l'humour son handicap. Ça, c'est le problème. C'est les deux cases un peu. Ouais, c'est les deux cases, exactement. Ça, c'est le problème, c'est ce qu'on m'a reproché aussi assez souvent, le héros. Le héros qui vit bien son handicap, qui est le mec vraiment, le smiley, tout le temps, en permanence, la brosse à dents, prête à faire reluire les dents, quoi. Alors qu'en vérité, c'est pas ça, quoi. Mais en vérité, moi, j'ai comme tout un chacun, dans mon parcours de vie, il y a eu 10 ans où j'ai végété, où j'ai souffert, où j'ai voulu mettre fin à mes jours parce que je ne savais pas quel était mon parcours de vie. Il a fallu que je rencontre la personne que j'aime aujourd'hui, qui est Susanna, et qui a changé ma vie. Mais ce n'est pas fait comme ça. Pour le public lambda, ou même pour mes camarades en situation de handicap, ils imaginent que tout est arrivé le jour au lendemain. J'ai un accident, je suis sorti du centre de rééducation, ouais, ça y est, je traverse la Manche. Non, pas du tout. Je suis comme ça, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai hurlé. Aujourd'hui, j'aime ma vie d'aujourd'hui parce que j'en ai fait quelque chose. J'ai réussi à me sortir de mon canapé. Et ça, j'en suis fier. Et ça, on ne pourra pas me l'enlever. On pourra me dire ce qu'on veut comme reproche, on ne pourra pas me l'enlever. Maintenant, je comprends que ça peut être difficile pour certains camarades de dire ouais, mais lui, il est comme ça, moi, je n'en suis pas à ce niveau-là. Ben, avance, mon garçon, avance. Même moi, je le dis très souvent,
Si quelqu'un était venu dans ma chambre d'hôpital quand j'ai eu mon accident, quand on m'a amputé les 4 membres, si quelqu'un était venu dans ma chambre avec des prothèses de bras et des prothèses de jambes, qui m'aurait dit écoute mon gars, tu vas réussir, moi tu vois, j'ai traversé la Manche à nage, tu peux le faire mon gars. Peut-être que je lui aurais dit qu'est-ce que tu viens me faire chier quoi. Je retourne chez toi, tu vois bien que je suis dans ma douleur là. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un journaliste pour éviter justement les stéréotypes qu'on vient d'évoquer juste avant, au moment d'évoquer le handicap dans ses interviews, dans ses émissions? Il n'y a même pas d'erreur à éviter. Moi j'adore les erreurs, au contraire, moi ça m'éclate de rire les erreurs. Les gens qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas comment faire et tout. Bon après je les mets vite à l'aise, on s'entend bien, mais j'ai pas de conseil particulier à donner parce que chaque être humain est différent. Aujourd'hui vous me rencontrez moi, je suis sympa, je suis jovial, peut-être que vous allez interviewer une autre personne handicapée demain qui va être dans une phase de tristesse ou dans une phase de déni encore de son handicap. Ça va peut-être pas être facile pour faire l'interview, mais il n'y a pas de conseil particulier à donner. C'est non, faites votre job et allez-y, foncez quoi. N'ayez pas peur de traiter de ce sujet-là quoi. Arrêtez d'avoir peur. Comme je l'ai dit depuis plusieurs fois depuis le début de l'interview, le grand public est prêt. Moi je le ressens au plus profond de moi, le grand public est prêt. Il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut que notre société soit vraiment représentative dans les médias, que la diversité soit vraiment présente partout quoi. Vous voyez, là, il y a TF1 qui sort un nouveau feuilleton qui s'appelle Good Doctor. Là, on a vu les 2 premiers épisodes, carton plein, quoi. Ah oui. Carton plein, encore une fois. Pour terminer, Philippe, merci déjà d'avoir répondu à nos questions. On va parler un petit peu de votre actualité. Quels sont les projets à venir dans les prochains mois pour vous? Les projets à venir, là-bas, on est en écriture avec Jérémy Ferrari pour mon one-man show. D'accord, donc l'humour, le spectacle. L'humour, le spectacle. Enfin, mes conférences, c'est ça, c'est énormément d'émotions, énormément de rire. J'ai fait une conférence à Bercy, il y avait 10 000 personnes, et il y avait des producteurs qui étaient dans la salle, ils m'ont dit mais il faut que tu montes sur scène. Et vu qu'avec Jérémy, on avait fait pas mal de bêtises pour des chaînes de télévision, que ce soit TF1 ou France Télévisions, il m'a dit ok, on va le faire ensemble. Et donc là, on est dans l'écriture, ça sera pour septembre-octobre 2019. Et là, c'est une actualité, mais plutôt du côté de ma chérie, qui est en train d'écrire son livre, voilà, qui va s'appeler Ma vie pour deux. Parce que derrière le héros, il y a une femme, et surtout une femme extraordinaire, qui a vraiment tout donné. Donc, et je pense que quand son livre va sortir, ma carrière va s'arrêter. Parce qu'elle va dire la vérité, je crois. Ah ouais, voilà. On saura tout sur Philippe Croizon. J'ai un peu peur. Merci beaucoup Philippe Croizon, merci d'avoir regardé cette interview et bien merci en tout cas d'avoir parlé du handicap dans les médias. J'espère que ça permettra aussi de faire avancer ces questions-là dans les médias, dans les interviews. Et ce qu'on retiendra surtout, c'est pour les médias, pour les journalistes et les patrons de chaîne, n'ayez pas peur, le public est prêt. Exactement, tout est possible. Merci. À bientôt. Au revoir.